Vous êtes dans la Newsroom. Bonjour, je suis Anaïs Bernot et vous écoutez Newsroom, le podcast des invités de la rédaction d'Ouest France. Et aujourd'hui, nous recevons le seul, l'unique Denis Brognard. Bonjour Denis. Bonjour Anaïs. Bienvenue à Rennes. Eh bien merci de m'accueillir. Alors je sais que normalement à la télévision, l'usage c'est de se vouvoyer, mais est-ce que ça te dérange si on se tutoie ? Alors moi je tutoie tout le monde, donc j'aime ça, donc il n'y a aucun problème. Bon, alors parfait. Surtout qu'ici, dans l'Ouest, tu es un petit peu à la maison, parce que je crois que tu es né à Dijon, mais la Normandie, ça a une place particulière ? Bah oui, parce que j'ai commencé mes études supérieures à l'université à Caen, et j'ai surtout commencé ma carrière de journaliste à Radio France Normandie-Caen, la locale de Radio France à Caen, et c'est vraiment là-bas que j'ai touché du doigt la vocation qui était la mienne pour ce métier de journaliste. Et c'est pas là où tu as commencé à travailler, parce qu'avant d'être journaliste de sport, tu étais animateur dans un club med. Effectivement, c'est là que j'ai pris le micro pour la première fois. Je travaillais à Marbella et je présentais la soirée dans ce club méditerranéen, une soirée par semaine, un jour par semaine, parce que voilà, pour laisser souffler le chef de village. Et puis je prenais aussi le micro dans ce qu'on appelle les jeux apéro et les jeux café au bord de la piscine, et c'est vrai que ça m'a plu. Et puis surtout, je me suis rendu compte à l'époque que ça me demandait moins de préparation que pour tous les autres géos qui étaient obligés la nuit de répéter les chorégraphies de danse pour la suite. Donc voilà, c'est là que j'ai sans doute touché du doigt l'appétence qui était la mienne pour l'oral et pour la transmission à travers la voix et la parole. C'est quelque chose que tu gardes encore aujourd'hui parce que tu es à la fois animateur et toujours journaliste de sport. Tu as besoin des deux un petit peu ? Ouais, mais je me considère, quelles que soient mes activités d'ailleurs, plus comme un journaliste présentateur, plus que comme un animateur, parce que je crois que les compétences qu'on me reconnaît et les compétences que j'ai acquises dans le domaine du journalisme sont celles qui finalement me servent aussi dans l'animation. Je prends pour exemple Koh-Lanta, j'ai pas d'auteur, tout ce que j'écris, je le fais tout seul. Enfin voilà, j'ai quand même cette fibre et ces réflexes journalistiques, même quand j'anime une émission de divertissement. C'est pour ça que voilà, je préfère l'appellation journaliste-présentateur. Et journaliste de sport, parce que je crois que tu n'aimes pas qu'on dise journaliste sportif. Non, c'est pas que j'aime pas. Moi, je suis un journaliste de sport sportif, parce que je fais du sport. Mais journaliste sportif, c'est un journaliste, quel que soit son domaine d'activité, qui fait du sport. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de journalistes de sport qui ne font pas de sport, qui ne pratiquent pas d'activité sportive. Donc voilà, on dit pas qu'on est un journaliste économiste. On est un journaliste dans le secteur de l'économie. Voilà, c'est pour ça que je préfère l'appellation journaliste de sport, mais c'est une petite coquetterie, ça m'amuse de dire ça, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et donc quand tu as commencé ta carrière, au bout d'un moment, tu es arrivé sur TF1, je crois pendant la Coupe du Monde 98, tu as couvert des sujets déjà à ce moment-là ? Non, en 98, je suis encore sur Europe 1. Okay. Je couvre la Coupe du Monde de 98 et la victoire de la France pour Europe 1, et avec des souvenirs uniques. J'étais notamment l'homme de terrain d'Europe 1 sur la pelouse pour la finale. Et donc, on a gardé l'antenne. Je me souviens avec Eugène Sacamano, Pierre-Louis Basse et Lionel Rousseau, une grande partie de la nuit, sans aucune règle. Parce que normalement, il y a des règles très, très précises, très strictes de la FIFA qui dit attention, si vous allez à l'encontre de ces règles, on va vous punir pour les matchs d'après. Mais là, il n'y avait plus de match, puisque c'était la finale. C'était la fin. On gagne la Coupe du Monde, on est chez nous, on est au Stade de France. Donc j'ai envie de te dire, il y a une liberté totale. J'interrogeais les joueurs sur la pelouse, les femmes de joueurs dans les tribunes, les personnalités, les hommes politiques. Enfin, il y avait une espèce de liberté absolue. On était comme sur un coussin d'air pendant des heures et des heures. Ça reste un de mes plus beaux souvenirs. J'imagine. Et après, tu arrives chez TF1 à quel moment ? En 1999. Ah, juste après. Voilà, donc un an après, c'est drôle, c'est un coup de téléphone de Xavier Couture, qui est le patron de l'antenne, qui m'appelle, je ne le connais pas, et qui me dit Denis Brognard ? Oui. Vous avez une voix de fakir. J'ai envie de bosser avec vous. Ah c'est sympa. Ouais, mais on peut se voir demain 15h ? Je regarde mon agenda pour faire genre, j'ai un agenda super rempli. Demain 15h, je vais décaler le rendez-vous, mais j'ai un autre rendez-vous, mais je vais le décaler. Vous inquiétez pas, demain 15h à TF1. Et je me retrouve dans son bureau au 13e étage de TF1, face à la Tour Eiffel, dans un immense bureau, table carrée en marqueterie. Et je tombe sur ce monsieur qui deviendra un de mes pygmalions dans ce métier, pour qui j'ai une profonde affection encore aujourd'hui, qui me fait confiance, mais qui me fait confiance de manière un peu particulière, parce que j'ai un CDI à Europe 1. Et il me dit, je ne peux pas te prendre en CDI. J'ai pas aujourd'hui la possibilité, mais je te prends en pige. Il me dit, tu gagnes combien à Europe 1 ? Je lui donne le chiffre. Il me dit, je te donne un peu plus.
quel que soit le nombre de piges que tu fais par mois. Et ensuite, je t'embaucherai. Il m'a embauché. Je ne suis pas resté très longtemps à la rédaction de TF1 parce qu'assez rapidement, je suis parti sur l'aventure Koh-Lanta. Oui. Mais j'ai gardé quand même une casquette au niveau des sports. Et voilà, le fait que ce monsieur, Xavier Couture, était à la fois le patron de l'antenne et le patron des sports, a fait que cette passerelle entre les deux domaines du divertissement et du sport m'a permis de m'épanouir pleinement à TF1. Et oui, parce qu'en 2001, il y a Koh-Lanta qui débarque à la télévision, mais toi, tu étais sur la première saison, mais c'était pas toi le présentateur de la première saison. Il y a beaucoup de gens qui l'ont oublié, mais c'était pas toi la première saison. C'est normal parce qu'on en est à 32 saisons, j'en ai présenté 31, donc ça m'embêterait qu'on parle plus de celui qui en a fait qu'une, qui est un monsieur pour qui j'avais une très profonde affection et une grande admiration, c'est Hubert Auriol, qui était à l'époque le patron du Paris-Dakar, qui l'a gagné, qui a été le premier à le gagner et en moto et en voiture. Voilà, qui nous a quittés il y a quelques années, pour qui, encore une fois, j'ai une très grande admiration. Voilà, donc c'est lui qui présente. Il ne faut pas oublier que Koh-Lanta, à l'époque, c'est quelque chose d'assez incroyable, parce que c'est un ovni. La première saison de Koh-Lanta, sur laquelle, effectivement, j'étais la voix off, j'écrivais, en fait, l'histoire à partir de ce qui s'était passé sur place en Thaïlande. Il ne faut pas oublier que en 2001, ça a été tourné Koh-Lanta avant le premier Loft. Vous vous souvenez, Loana, etc., qui a donné lieu à cette série culte d'ailleurs. C'était après. Donc, il y avait tout à apprendre, il y avait tout à construire dans cette nouvelle écriture de la télévision. Et franchement, à l'époque, si on m'avait dit que 25 ans plus tard, on serait encore là et qu'en plus je serais le présentateur depuis autant d'années, je ne l'aurais pas cru. Et bien justement, il n'y a jamais eu de lassitude en 25 ans? Jamais l'envie de se dire stop, Anaïs, j'arrête Koh-Lanta? Quand on me pose cette question, j'ai envie, moi, de te reposer une question. Est-ce que si tu avais en face de toi un chirurgien, tu lui poserais la question, par exemple, un chirurgien cardiaque, est-ce que vous n'en avez pas marre? Est-ce que vous n'êtes pas lassé d'opérer des cœurs? On ne pose pas cette question. Pourquoi on la pose à la télévision et à un présentateur? Non, j'éprouve pas de lassitude parce que Koh-Lanta, c'est mon ADN. C'est le voyage, c'est le dépassement de soi, c'est l'aventure, c'est le sport. Donc ça correspond à tout ce qui m'anime dans ma vie, tout ce qui me fait vibrer. Quand en plus tu mets dans le shaker, pour faire le cocktail le plus détonnant possible, des lieux de tournage absolument extraordinaires dans des zones très reculées de la planète, plus à chaque fois des candidats différents, ce sont chaque fois de nouvelles aventures. Donc voilà, j'ai coutume de dire qu'un peu comme quand j'étais gamin, je suis parti beaucoup en colo quand j'étais enfant, j'adorais ça. J'adorais partir, mais j'adorais aussi rentrer. Et bien sur Koh-Lanta, je suis toujours super excité de partir comme le gamin que j'étais en partant en colo. Et je suis très content de rentrer et de retrouver ma famille, de retrouver mes réflexes, de retrouver mes habitudes. Mais j'éprouve pas de lassitude. Tu sais, c'est un programme tellement puissant, c'est un programme tellement fédérateur, et puis c'est un programme qui rencontre un tel succès que je serais franchement très difficile de dire j'en ai marre. Et je te le dis en plus, le jour où j'en aurai marre, j'arrêterai. Et je dirais, voilà, je pense qu'il est temps de passer à autre chose, mais je ne pense pas encore avoir fait le tour. Puis encore une fois, Koh-Lanta, il y a mon rôle de présentateur, mais il y a aussi tout ce que je fais autour, en compagnie du producteur, du réalisateur, du chef de projet. Voilà, c'est une équipe très collégiale. L'animation, c'est la partie émergée de mon travail. Donc c'est ça qui est super excitant. Puis c'est la rencontre avec des gens. Et puis c'est la passion qui est la mienne pour la photographie, qui me permet de passer des moments uniques dans des zones, encore une fois, du monde que beaucoup ignorent. Donc non, je ne suis pas lassé. Anaïs, tu vas pas pouvoir prendre ma place tout de suite. Quel dommage. En même temps, je sais pas si j'aurais envie, parce que c'est quand même aussi une épreuve pour toi aussi à la présentation. Quand on te voit, il pleut des cordes, t'es avec les candidats, t'es sous la pluie. Je suis waterproof. Et voilà, à 40 degrés, t'es là avec les chemises et les trucs comme ça, t'y vas, tu donnes aussi de ta personne, t'as testé les épreuves de Koh-Lanta. C'est pas un plateau classique, non, quoi, mais Koh-Lanta. tu sais, je dis toujours, si j'avais dû m'inscrire au casting d'une seule émission à la télévision, ça aurait été sans hésiter Koh-Lanta. Ça me ressemble vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui tentent l'aventure, quelle que soit leur prédisposition de départ. Donc voilà, moi ça me paraît naturel. Je me verrais pas dire attends, il pleut, on va attendre, attends, il fait trop chaud, on va revenir un peu. Non, voilà, j'essaye de me mettre au diapason des candidats, et puis voilà, enfin c'est pour moi tout à fait naturel. Et tu penses que tu serais un bon candidat de Koh-Lanta ou pas? Je pense que j'aurai quelques atouts, mais j'aurai aussi quelques handicaps.
Je pense que dans les épreuves, je pourrais tirer mon épingle du jeu, Ouais. notamment dans les épreuves physiques ou les épreuves aquatiques. Je serais un peu moins bon dans tout ce qui concerne l'équilibre ou la patience, parce que c'est pas mon fort. Voilà, mais ensuite, je serais très intéressé de voir comment je pourrais me comporter avec des gens que je ne connais Ouais. pas, avec des gens avec qui j'aurais pas forcément beaucoup d'atomes crochus, dans une équipe où finalement il faut tous aller dans le même sens pour être performant. Voilà, mais la stratégie m'intéresserait parce que je considère que la stratégie de Koh-Lanta, et je le dis souvent dans des séminaires où j'interviens pour faire de la motivation d'équipe, je dis souvent que Koh-Lanta, c'est une photographie de la vie. C'est ni plus ni moins que ça. Les gens qui me disent « Non, mais tu te rends compte, ils ne s'entendent pas, tu te rends compte, ils se tirent dans les pattes, tu te rends compte, il y a des gens qui sont plus ambitieux que d'autres. » Mais c'est la vie, ma bonne dame. C'est comme ça, la vie. Il y a des gens qui sont plus ou moins ambitieux, il y a des gens qui sont plus ou moins retors, il y a des gens qui sont qui arrivent à fédérer, d'autres un peu moins, des gens qui sont brillants, d'autres qui le sont moins, mais qui ont une capacité à emmener avec eux d'autres personnes peut-être plus performantes. Donc voilà, c'est simplement ça va plus vite parce que Koh-Lanta, tous les 3 jours, tu risques d'être éliminé parce que tu es dans une situation de précarité extrême. Mais voilà, c'est l'humain qui se révèle dans ses bons côtés comme dans ses moins bons. Mais on a tous des bons côtés et des moins bons côtés. Autant essayer de mettre en avant les bons côtés pour aller le plus loin possible dans la vie et dans Koh-Lanta. Alors, tu continues Koh-Lanta que tu aimes toujours autant, comme tu le disais. Tu as la chance de présenter aussi toutes les émissions sportives qui restent aussi ton centre d'intérêt. Donc, c'est ce que tu aimes faire. Aujourd'hui, tu as couvert ce qu'il fallait pendant des années. Est-ce qu'il te reste encore des objectifs à atteindre professionnellement, des choses où tu dis ça, j'ai jamais testé, j'aimerais bien le faire? Jusqu'à mon dernier souffle, j'aurai des objectifs qui ne seront pas forcément professionnels, mais je pense que c'est ce qui m'anime, c'est ce qui guide ma vie. J'ai toujours envie, tu vois, quand je fais du sport, je me dis, tiens, je vais faire telle course, tel trail, tiens, je n'ai pas encore fait ce marathon, j'aimerais le faire, tiens, pourquoi pas traverser la France à vélo en plusieurs étapes, enfin, voilà. Et dans le domaine professionnel, c'est vrai que j'ai eu la chance de vivre plein de choses. J'aimerais encore... J'ai partagé l'aventure de 98 et de 2018, des 2 victoires françaises en Coupe du Monde de foot. Allez, pourquoi pas l'adage de jamais 203, peut-être une 3e Coupe du Monde remportée par une équipe. J'ai un rêve aussi, j'adore le vélo, je suis fasciné par le Tour de France. Pourquoi pas un jour, avant mon départ, que TF1 récupère le Tour de France cycliste. Je ne sais pas, non mais voilà, dans les rêves. Mais voilà, mais continuer à... Et puis peut-être aussi réaliser, comme je l'ai déjà fait, mais prendre plus le temps à un moment de réaliser des documentaires. Ok. Voilà, tu vois, j'ai eu la chance de passer plus de 15 jours dans un sous-marin nucléaire d'attaque et d'en tirer un documentaire. J'ai aussi fait un documentaire il y a quelques années qui avait très très bien marché sur TF1 sur une scène de crime de A à Z. C'est-à-dire que je suis arrivé quasiment quelques heures après un crime et puis j'ai suivi toute l'affaire. Voilà, les 48 premières heures qui sont les plus importantes d'une enquête avec la police scientifique, sur la scène de crime. Enfin, j'avais envie en fait de voir la réalité de ce que j'avais découvert dans un film de Pierre Schoendorfer qui s'appelait Scène de crime à l'époque, avec André Dussolier, qui est un film merveilleux. Donc voilà, j'ai adapté ça. Je suis en train de tourner, de réaliser et de produire un documentaire sur 2 rescapés de la Shoah, voilà, qui en sont revenus et ont une vie incroyable puisqu'ils ont 88 et 90 ans aujourd'hui et qu'ils avaient 10 ans et 8 ans à Bergen-Belsen, où malheureusement ils n'ont pas pu éviter le décès de leur maman sur place. Voilà, donc peut-être aussi m'arrêter un peu plus, prendre le temps de revenir à mes premières amours et de faire du doc. Et pour conclure, est-ce qu'on peut te souhaiter quelque chose? De rester en bonne santé et de pouvoir compter sur ma famille qui est mon seul socle dans la vie, mon seul vrai socle, parce qu'il n'y a que ça de vrai. Donc voilà, ma santé, celle de mes proches, et qu'on continue à avoir la banane et qu'on continue chacun et chacune dans cette famille, quel que soit notre âge, quelle que soit notre façon de voir la vie, de se faire confiance. C'est le plus important. Eh ben, merci Denis Brognard. Merci Anaïs.